D'abord, laissez-moi vous remercier de participer à notre congrès. On apprécie beaucoup votre présence. On a donc préparé 5 questions. La première va être en relation avec le congrès. Le thème de ce congrès est un monde sans barrières. Cependant, comme vous l'avez dit, il reste dans ce monde beaucoup de barrières, autant physiques qu'intellectuelles, visibles et invisibles. Quel rôle pensez-vous que la diplomatie culturelle peut jouer dans la démolition de ces barrières ? Je pense qu'elle a un rôle essentiel, puisque ce qui unit les peuples, c'est la culture, très souvent. D'ailleurs, on voit bien avec le symbole du mur. Regardez, c'est devenu une fresque en plein jour, une création artistique. Et par là, il y a une force de communication qui passe. Et donc, je crois que ce qui unit, regardez toutes les jeunesses d'Europe aujourd'hui, c'est d'écouter la même musique. Et je pense que la force des échanges culturels, c'est la plus grande force de communication et de liberté. Merci. Maintenant, on va revenir à la France. Vous avez parlé de l'Europe. Les Français ont la réputation, à part une certaine élite, malheureusement, de n'être pas très pro-européens. On l'a vu avec le non sur la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez que la France pourrait faire ou que l'Europe pourrait faire pour toucher cette majorité qui ne comprend pas l'Europe ? Moi, je crois qu'il faut créer les États-Unis d'Europe. Je pense que c'est un idéal qui est réalisable, une utopie qui est réalisable. Et parce que les citoyens sentent à la fois que c'est en étant unis entre pays européens que nous sommes plus forts, et en même temps, il y a une volonté de ne pas laisser disparaître les identités culturelles de chacun des pays. Et je crois aussi que l'Europe n'affirme pas suffisamment clairement son objectif de remettre la dimension humaine dans toutes les décisions qu'elle prend. Donc on voit aujourd'hui monter le chômage, on voit les délocalisations, on voit l'inquiétude des jeunes, on voit les agriculteurs qui sont menacés dans leur survie, on voit les ouvriers converger entre entreprises du même groupe, entre les différents pays européens. Et je pense que le pouvoir européen doit être derrière les forces vives qui veulent trouver en Europe des lieux, d'abord non seulement d'expression culturelle, comme on le disait tout à l'heure, mais surtout du travail, du pouvoir d'achat, et des raisons de croire dans l'avenir de l'Europe. Et moi, je crois que c'est possible parce que nous sommes la première puissance économique, des premières puissances démographiques, en tout cas par rapport aux États-Unis d'Amérique, que nous avons les belles universités, des laboratoires de recherche, une volonté d'aller de l'avant. Donc il y a à la fois un volet pessimiste et un volet aussi très optimiste pour l'Europe. Et moi, je crois beaucoup qu'en réalisant l'union politique de l'Europe, ce que j'appelle les États-Unis d'Europe, je crois que ça redonnera d'abord un objectif, une nouvelle frontière à la jeunesse. Merci pour cette réponse. Vous mentionnez les États-Unis d'Europe, ça me permet de passer directement à ma question sur Monsieur le Président Barack Obama. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait reçu récemment le prix Nobel de la paix ? Je pense que c'est une magnifique idée, parce que maintenant, je crois que chacun a bien identifié ses premières décisions. Le retrait des troupes américaines d'Irak, le début de la fermeture de Guantanamo, l'engagement aussi de sa personne pour la résolution du conflit au Moyen-Orient, alors que ses prédécesseurs avaient attendu la fin de leur mandat pour s'engager dans cette diplomatie difficile, mais sur laquelle je crois que les Américains peuvent obtenir des résultats. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une intervention de Barack Obama sur la scène internationale, on attend beaucoup de lui. Je pense que cette dimension éthique du prix Nobel de la paix va lui donner une mission supplémentaire, une force supplémentaire pour réussir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on lui en attende trop ? Je crois qu'on n'attend jamais trop des responsables politiques. Il faut au contraire en attendre beaucoup pour qu'ils sentent qu'ils sont soutenus, qu'ils sont attendus, que les peuples les accompagnent, pour qu'ils soient à la hauteur de leur tâche, qui souvent est plus grande qu'eux. Mais c'est la force de la politique d'être au service d'une tâche qui est plus grande que nous. D'accord. Et pour ma dernière question, on parle d'attente. Vous avez été ministre de l'Environnement, vous allez assister au sommet de Copenhague, le COP 15. Quelles sont les 3 priorités de la France pour Copenhague ? Moi, je crois que d'abord Copenhague, surtout, ne doit pas être un échec au sens où ce serait interprété comme une nouvelle inertie. Il y a eu beaucoup de déceptions. Pourquoi il y a beaucoup de déceptions ? Parce qu'il y a des forces financières, des forces capitalistes qui ne veulent pas que ça change, ou que ça change très lentement. Donc je crois aussi que là, la force politique
et la capacité que nous aurons à mettre des droits et des devoirs dans chacun des domaines des activités économiques, sociales, culturelles, parce que l'environnement, ça n'est pas un secteur à part. Je pense que c'est quelque chose qui doit irriguer l'ensemble des activités humaines, à la fois pour accompagner les mutations énergétiques, pour accompagner l'agriculture durable, pour accompagner une meilleure répartition de l'accès à l'eau potable. Je pense que c'est la question centrale aujourd'hui à l'échelle de la planète, c'est la raréfaction de l'eau potable qui va être à l'origine des nouveaux conflits, des nouvelles guerres. Donc le combat pour l'environnement, c'est aussi un combat pour la paix. D'accord. Écoutez, merci pour ces réponses très satisfaisantes et passez une bonne soirée. Au revoir.